j'espère, pour ses contes fantastiques et les fameuses histoires extraordinaires. Moi, je me souviens avoir passé des jours et des jours passionné dans mon adolescence à lire ces histoires extraordinaires. Alors, c'est vrai qu'il a été controversé d'abord dans son pays. Il n'a pas été reconnu comme un grand auteur parce qu'il avait une vie personnelle très, très agitée. Alors, dans le monde très puritain anglo-saxon de cette époque, ça posait problème. Et vous savez qu'il a été essentiellement défendu d'abord en France par des auteurs français très prestigieux qui ont traduit son œuvre. C'est Charles Baudelaire qui a traduit l'essentiel de ces histoires extraordinaires, ainsi que Eureka. Stéphane Mallarmé également a traduit certains de ses poèmes, dans le fameux Corbeau. Oui, donc je vous disais, Baudelaire et Mallarmé ont fait connaître et aimer Edgar Poe d'abord au public français. Ils ont traduit l'essentiel de son œuvre. Et puis c'est Paul Valéry, un petit peu plus tard, au début du XXe siècle, ce profond penseur qui a redécouvert le contenu assez étonnant de cette œuvre Eureka, donc ce poème en prose dont j'avais parlé plus profondément, dont la traduction d'ailleurs avait un petit peu embarrassé Baudelaire, parce que, vous voyez, c'est un mélange effectivement d'intuition scientifique, astronomique, mais avec bon, il y avait énormément de références à Dieu et des choses mystiques. Et donc voilà, Baudelaire avait un petit peu hésité à traduire Eureka, et c'est Paul Valéry qui a fait une première analyse épistémologique de ce texte étonnant, en repérant quelques perles tout à fait étonnantes, c'est-à-dire des prémonitions scientifiques. Ça, c'est l'intuition du poète face à l'énigme de l'univers, qui va trouver, avec ses moyens propres, certaines choses très profondes sur la vérité de l'univers. Enfin, la vérité avec un petit v, pas la grande vérité avec un grand V dont parle Edgar Poe, que plus tard, les savants découvriront d'une autre manière. Alors aussi, aujourd'hui, la critique littéraire reconnaît Edgar Poe comme l'inventeur du roman policier. Donc voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est une promenade à travers une dizaine de citations, extraites donc des différentes œuvres d'Edgar Poe, mais cette fois-ci, je vais faire un éclairage de ces citations, une explication de ces citations à la lueur de la physique contemporaine. Je vous ai mis en image une très belle gravure sur bois de Félix Vallotton, voilà, qui représente Edgar Poe à son bureau. Alors maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas non plus. Bon. Donc voilà la photographie réelle. Donc Edgar Poe. Et puis à droite, donc la première page, les premières lignes d'une édition plus tardive, une édition du XXe siècle, joliment illustrée, d'Eureka, qui est sous-titrée « Essai sur l'univers matériel et spirituel, poème en prose ». Alors donc, je vous l'ai dit, Eureka a été publié en 1848, donc c'est le dernier texte important publié donc du vivant d'Edgar Poe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien dans Eureka que dans ces fameuses histoires extraordinaires, Edgar Poe a développé une cosmologie très personnelle, en fait, dont l'ambition absolument immense, vous l'avez entendu d'ailleurs dans l'un des extraits qui a été dit précédemment, dans la première partie, c'était carrément d'élucider rien de moins que le mystère de, je le cite, de l'univers physique, mathématique et métaphysique. Voilà. Alors sans y parvenir, bien sûr, mais son imaginaire poétique joint donc à une assez solide connaissance des avancées scientifiques de son temps. On en est encore évidemment à l'astronomie newtonienne, hein, c'est bien avant l'avènement de la relativité de la physique quantique, mais tout de même cette intuition et cet imaginaire poétique qui joue un rôle tellement important également dans la recherche scientifique, l'a conduit donc à des intuitions assez fulgurantes sur des notions de physique qui, avec le recul, résonnent vraiment avec des développements de la science du XXe siècle. Vous allez vous voir, avec la cosmologie relativiste, le fameux modèle de Big Bang, les trous noirs, la théorie du chaos et bien d'autres choses.
Alors vous savez qu'avec... alors si vous avez lu les histoires extraordinaires, vous vous souvenez peut-être de quelques-unes de ces nouvelles, notamment le double assassinat dans la rue Morgue, quelque chose comme ça, dans laquelle il y a l'ancêtre de Sherlock Holmes, c'est-à-dire enfin qu'un enquêteur policier qui s'appelle le Chevalier Dupin et qui fait 3 enquêtes et qui utilise donc le raisonnement rationnel pour résoudre ces énigmes apparemment incompréhensibles. Donc on peut dire que Edgar Poe a inventé le roman policier. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, dans Eureka, c'est la même chose. Donc, l'énigme à résoudre cette fois-ci, c'est plus un crime, mais c'est le mystère, donc, je l'ai déjà dit, de l'univers physique, métaphysique et mathématique, matériel et spirituel, de son essence, de son origine, de sa création, de sa condition présente et de sa destinée. Sacré programme, hein. Voilà, bon, j'avais ma petite télécommande, mais elle ne marche pas non plus. C'est pas grave, je le fais à la main. Alors, Edgar Poe attachait une très très grande importance à ce texte, Eureka, qu'il appelait. Donc, il est écrit en prose, mais considérait ça comme une œuvre également poétique. Et voici une lettre qu'il a écrite à l'un de ses éditeurs au mois de février 1848, donc juste avant la publication. Son éditeur s'appelait Monsieur Putnam. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de l'œuvre que je mène à son achèvement. J'ai résolu le secret de l'univers. Ce que j'ai exposé révolutionnera avec le temps le monde de la science physique et métaphysique. Je le dis avec calme, mais je le dis. J'adore. Alors, premier texte. Je ne sais pas sur mon écran, c'est absolument minuscule, je ne vois absolument rien. C'est pour ça que je suis obligé de me retourner. Voilà. Donc, premier texte. C'est extrait de l'une des histoires extraordinaires, une descente dans le maelstrom. Donc on va le lire ensemble, puis après je vous parlerai de quelques échos que cela a dans la physique contemporaine. Je fus possédé de la plus ardente curiosité relativement au tourbillon lui-même. Je sentis positivement le désir d'explorer ses profondeurs, même au prix du sacrifice que j'allais faire. Mon principal chagrin était de penser que je ne pourrais jamais raconter à mes camarades les mystères que j'allais connaître. Jamais je n'oublierai les sensations d'effroi, d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi. Le bateau semblait suspendu comme par magie, à mi-chemin de sa chute, sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence, d'une profondeur prodigieuse et dont les parois admirablement polies auraient pu être prises pour de l'ébène sans l'éblouissante vélocité avec laquelle il pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune, qui est de ce trou circulaire que j'ai déjà décrit, ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrait jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme. Donc, magnifique style littéraire qui décrit, si vous vous souvenez de la nouvelle, mais c'est clair tout de même, un naufrage d'un petit bateau, d'un navire. Il y aura malgré tout un rescapé qui décrit cette descente dans le maelstrom auquel il va finir par échapper. Alors, le maelstrom, je vous rappelle, ce sont ces grands tourbillons marins, et on sait qu'Edgar Poe s'est inspiré d'un véritable maelstrom assez connu qui se trouve au large des côtes de l'Écosse, qui s'appelle le Corrievracan, et qui est donc un tourbillon qui n'est pas permanent à certaines époques de l'année, avec des phénomènes complexes, des marées, flux et reflux. Il y a ces tourbillons. Et vous savez que dans un tourbillon marin, eh bien, vous avez la vitesse du courant, vous avez 2 vitesses, vous avez la vitesse circulaire, la vitesse, disons, tangentielle, et puis vous avez également une vitesse radiale qui, elle, va vous attirer vers le bas. Après, si vous êtes dans un bateau, que vous approchez du tourbillon, eh bien, le bateau a également sa vitesse propre. Et jusqu'à une certaine limite du tourbillon, la vitesse propre du bateau suffit à échapper au tourbillon. Et il existe une zone de non-retour, dont parle précisément Edgar Poe, une zone de non-retour à partir de laquelle la vitesse d'entraînement du courant marin vers le bas, et non plus seulement tangentielle. Alors d'abord, une première vitesse, un premier moment, sans être nécessairement capturé au fond du puits, c'est lorsque la vitesse de rotation du courant marin devient plus grande que la vitesse de votre bateau. Donc vous êtes obligé de suivre au moins le mouvement circulaire. Mais
en orientant correctement votre bateau, vous pouvez éventuellement sortir lentement, pour une sorte de spirale sortante, échapper au tourbillon. Mais si vous continuez à vous rapprocher, ben, vous allez atteindre la limite. Cette fois-ci, c'est la vitesse radiale dirigée vers le bas qui, elle, devient plus grande que la vitesse de votre bateau. Et là, vous devinez qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Vous êtes aspiré au fond du gouffre. Bon, ceci, j'imagine, vous rappelle furieusement les trous noirs de l'astrophysique relativiste. Alors, dans cette image suivante, qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, alors à gauche, je vous ai mis une illustration, une gravure de l'une des éditions d'une descente dans le Maelstrom d'Edgar Poe, une gravure due au graveur anglais qui s'appelle Arthur Rackham, où l'on voit bien effectivement les phénomènes dont je vous parle. Ben, ça ne marche pas non plus. Voilà. Voilà, donc l'œil de tourbillon, la vitesse, la limite statique, au-delà de laquelle vous pouvez éventuellement partir. Si vous êtes là, vous êtes obligatoirement entraîné. Et puis, c'est la seconde limite où là, vous êtes entraîné dans l'œil du tourbillon. Alors maintenant, les trous noirs. Vous savez peut-être que j'ai beaucoup travaillé sur ces objets fascinants. Les trous noirs sont en rotation, comme tous les objets célestes. Et ce qui se trouve, c'est que les trous noirs sont de véritables maelstroms. Alors, ce n'est pas des maelstroms marins, ce sont des maelstroms d'espace-temps. Ce sont des tourbillons d'espace-temps, parce que le trou noir en rotation va entraîner l'espace et le temps eux-mêmes dans une rotation effrénée. Et on va retrouver exactement les caractéristiques du maelstrom marin. D'ailleurs, le premier article de vulgarisation sur le trou noir qui a été publié en français dans la revue La Recherche et que j'ai coécrit, j'étais tout jeune chercheur encore à l'époque, j'ai coécrit avec mon directeur de thèse de l'époque, qui s'appelait Brandon Carter, qui était lui un grand spécialiste anglo-saxon des trous noirs. Nous l'avons appelé l'article « Les trous noirs, maelstrom cosmique », précisément pour expliquer ce phénomène-là. Donc, je répète, c'est la même chose avec donc, le trou noir. Alors, vous avez l'entonnoir, c'est la courbure, la déformation de l'espace-temps. Vous savez qu'en relativité générale, la gravitation se manifeste par une courbure de plus en plus prononcée de l'espace. Et le trou noir crée une courbure tellement intense que vous créez un véritable puits de gravité. Voilà. Et donc, vous avez, si vous êtes suffisamment loin du maelstrom d'espace-temps, eh bien, votre vaisseau spatial, qui a sa vitesse propre, éventuellement, si vous êtes une civilisation avancée, c'est la vitesse de la lumière, d'accord? Bon, eh bien, vous pouvez circuler comme vous le voulez. Voilà. Alors, ces petites choses-là, c'est l'équivalent de cercle de navigation. Ça veut dire que la position à un moment donné, le point rouge, c'est la position du navigateur, du vaisseau spatial, de ce que vous voulez. Et le cercle jaune, ce sont toutes les directions possibles de navigation. Donc, vous voyez que dans toute cette région-là, eh bien, les points rouges sont à l'intérieur des cercles jaunes. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller n'importe où, y compris vous échapper. Alors, il y a une première limite ici. Ça s'appelle donc la limite statique. Regardez ce qui se passe. Les cercles de navigation commencent à se détacher légèrement. Ça veut dire qu'ils sont vers l'avant. Et donc, ça veut dire qu'à partir dans cette région-là, eh bien, les possibilités de navigation vous obligent forcément à aller dans le sens du courant. Vous n'êtes pas encore dans le trou noir. Mais vous êtes entraîné par l'espace-temps, donc tourbillonnaire, dans le sens de rotation du trou noir. Et comme de la même chose que dans le tourbillon marin, si vous calculez correctement votre trajectoire, la trajectoire de votre vaisseau spatial, si vous êtes là, vous pouvez encore échapper parce que vous allez faire une spirale sortante tout en restant dans les cercles de navigation possibles et vous allez finir par sortir. Et puis là, c'est vraiment la limite du trou noir, la vraie frontière du trou noir. C'est pour ça que j'ai mis tout noir. À partir de laquelle vous voyez que les cercles de navigation sont complètement décalés vers le bas. Et comme je vous le disais, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la vitesse radiale qui vous entraîne vers le bas, qui devient plus grande que la vitesse de votre bateau ou de votre vaisseau spatial, plus grande que la vitesse de la lumière. Donc même le photon, la particule de lumière, va être capturée. C'est bel et bien donc la définition du trou noir. Et donc ça, c'est la vraie frontière d'un trou noir, qu'on appelle un horizon des événements. J'aurai l'occasion d'y revenir brièvement. Horizon des événements, parce que ça veut dire que tous les points de l'espace-temps, c'est-à-dire les événements qui sont dans cette région, c'est-à-dire au fond du puits, sont cachés. Il n'y a plus aucun signal qui peut sortir, puisque même la lumière ne peut pas sortir. Et donc, ils sont cachés à la vue de tous les observateurs extérieurs, pour lesquels donc la surface du trou noir joue le rôle d'un horizon au-delà duquel on ne peut pas voir.
Ah, ça marche maintenant. Alors, comme je disais, je me suis beaucoup intéressé au trou noir dans mon travail de chercheur, et en particulier à la question à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose, parce qu'évidemment, le trou noir en lui-même, il est parfaitement invisible, donc s'il est nu dans l'espace, on ne le voit pas, mais en revanche, c'est un objet astrophysique, donc il est entouré forcément de matière, ça peut être du gaz, ça peut être des étoiles, etc. Alors, comme le trou noir est devenu un sujet de grande vulgarisation, on en parle dans toutes les revues, on fait des couvertures de magazines avec des vues d'artistes, voilà. Genre de vue d'artiste qui donne une idée d'un trou noir entouré de tourbillons, précisément au maelstrom. Cette fois-ci, ce n'est pas le maelstrom d'espace-temps, vraiment, c'est simplement des maelstroms de gaz. On appelle ça des disques d'accrétion. Donc vous avez un disque de gaz qui tourbillonne autour du trou noir et qui va finir par disparaître, etc. Voilà. Alors je dis tout de suite que ces images m'ont toujours prodigieusement agacé parce qu'elles sont complètement fausses. Voilà. Ça donne juste des choses colorées, une idée qu'il y a des choses autour d'un trou noir. Elles sont totalement fausses, tout simplement parce qu'elles ne prennent pas vraiment en compte les véritables propriétés du trou noir, la courbure de l'espace-temps, donc la déformation des images, les illusions d'optique qui vont être créées, et tout un ensemble de choses. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle tout jeune chercheur, c'était exactement il y a 40 ans, en 1978, à une époque où, après avoir fini mes études de mathématiques pures, je commençais à m'intéresser à la relativité générale. Puis je vais à l'Observatoire de Paris-Meudon pour commencer à faire une thèse de physique théorique. Et puis, je vois bien que la plupart des astronomes de l'époque ne croient pas vraiment au trou noir parce qu'on a des objets théoriques qui sont prédits par la théorie de la relativité d'Einstein de façon incontournable. Mais en revanche, en tant que signature observationnelle, c'est très très pauvre à l'époque. On n'a vraiment pas d'idée, aucune certitude que ces objets existent vraiment. On a des signatures donc extrêmement indirectes. Voilà. Et donc je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de calculer à l'ordinateur, la seule chose possible à l'époque, à quoi ressemblerait un trou noir entouré de quelque chose, c'est-à-dire par exemple d'un disque de gaz, une fois qu'on aurait un télescope géant pour l'observer. Sans jamais penser d'ailleurs que de mon vivant, cela pourrait arriver, parce que les trous noirs sont tout de même des objets extrêmement rares. En général, ils sont extrêmement compacts, donc petits en taille et extrêmement loin. Donc c'était quasiment inimaginable à cette époque de penser à un télescope géant capable de prendre une image réelle de trous noirs. Mais c'était un défi théorique que je m'étais posé. Et donc voilà, en quelques mois, j'ai fait ces calculs. Alors c'est des vrais calculs, donc c'est plus du tout des images d'artistes, c'est des calculs scientifiques pour produire une photographie virtuelle d'un trou noir, comme si on avait une plaque photo, un cliché photo, situé à quelques distances d'un trou noir, un peu au-dessus du plan d'un disque de gaz chaud. Et voici donc l'image que j'avais publiée donc, en 1979 avec tout le détail des équations, etc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment des distorsions d'image. Ça ne ressemble plus du tout aux vues d'artistes précédentes. Au lieu de voir des anneaux, un petit peu comme les anneaux de Saturne, la courbure de l'espace-temps déforme ces anneaux. Donc on voit quelque chose de bizarre ici. Alors le trou noir lui-même, il est là, c'est-à-dire son horizon des événements. Le disque d'accrétion, il est là. Cette partie-là, c'est le dessus du disque d'accrétion. La déformation des images est tellement incroyable, la déviation des rayons lumineux, qu'on voit également le dessous du disque d'accrétion. Les rayons lumineux qui partent complètement de l'autre côté finissent par revenir vers l'observateur et vous donnent une image secondaire qui est celle-là, ce petit halo de lumière qui entoure le trou noir. Voilà. Donc voilà, donc cette simulation numérique qui aurait sans doute beaucoup plu à Edgar Poe. Alors un contemporain d'Edgar Poe, Gérard de Nerval, poète français, a écrit un poème extraordinaire en 1854, 1848, 1854. C'est tout à fait à la même époque, qui, toujours avec son intuition de poète, décrit quelque chose qui est une illustration parfaite de cette image, qui sera donc calculée 150 ans plus tard. Alors, si ma mémoire est bonne, les deux strophes en question, c'est les suivantes. En cherchant l'œil de Dieu. Il parlait aussi de Dieu comme Edgar Poe à l'époque. Hein. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite, vaste, noire et sans fond,
d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos, dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Stupéfiant. Intuition du poète. Par rapport à une sorte d'archétype, évidemment, ce n'est pas le trou noir auquel il pense, c'est le gouffre dans lequel toute existence finit. Et donc c'est un archétype de la pensée humaine, de penser ce gouffre qui engloutit les mondes et les jours, c'est-à-dire l'espace, le temps et la lumière. C'est quoi ça? Bon, ça ne pas, c'est pas grave. Vous avez sans doute suivi l'actualité scientifique au mois d'avril 2019, où on nous a délivré cette image-là, qui était la première image télescopique d'un trou noir. Alors c'est un trou noir géant, supermassif, situé dans une galaxie lointaine, à 50 millions d'années-lumière. Il est très massif, donc il est assez gros, il fait 40 milliards de kilomètres de diamètre, mais il est tellement loin qu'il a fallu développer un réseau de télescopes de taille terrestre pour arriver à capter son image, qui correspond à peu près à la taille d'une pièce de monnaie que l'on poserait sur la Lune. Et donc, on a utilisé un réseau de radiotélescopes répartis sur la planète entière, que l'on a fait fonctionner en réseau pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique qui a la taille de la planète, à peu près 10 000 km de diamètre. Et grâce à ça, on a juste eu la résolution angulaire suffisante pour prendre les premières images télescopiques d'un trou noir, que vous voyez donc ici à gauche. Alors, le trou noir, il est là, évidemment, et ça, c'est le disque de gaz. Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé sur l'image précédente. Elle était où, mon image précédente? Elle était là. Voilà. Sur ma simulation, je ne vous avais pas précisé quelque chose d'absolument fondamental, c'est que, outre les distorsions visuelles que l'on a, on a un effet très asymétrique dans la distribution de la lumière. Vous voyez que le flux de lumière, il est très important ici. C'est simplement parce que, en fait, j'ai mis dans les équations et dans la description du phénomène physique, j'ai inclus la rotation du disque de gaz. Le disque de gaz tourne autour du trou noir, évidemment, et autour d'un trou noir, il tourne à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et donc, il y a un effet physique très connu qui s'appelle l'effet Doppler, qui vous dit que si vous avez une source de lumière qui se rapproche d'un observateur lointain avec des grandes vitesses, eh bien, le flux lumineux que vous en recevez est considérablement augmenté. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un côté du disque de gaz qui brille beaucoup, pour un observateur lointain, j'entends, hein, à cause donc de cet effet Doppler que l'on retrouve donc effectivement tout à fait dans l'image donc obtenue par EHT, ça veut dire Event Horizon Telescope, c'est le nom de ce consortium mondial qui fait travailler plus de 200 chercheurs répartis dans 60 instituts pour finir par nous délivrer cette image après pratiquement 20 années d'efforts télescopiques. Et je dois dire que je répète que j'étais heureux de voir cette image, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne, à ce qu'elle arrive de mon vivant, tout juste 40 ans plus tard. Alors, juste pour montrer aussi qu'il y a l'intuition poétique, mais il y a aussi l'intuition scientifique, quand vous manipulez correctement les équations. À droite, ce que vous voyez, ça ressemble énormément à l'image télescopique. Ce n'est pas du tout une image télescopique, c'est une série de simulations numériques que j'avais faites ultérieurement, 10 ans plus tard, donc 89, donc quand même 30 ans avant, avec un de mes collaborateurs de l'Observatoire de Paris, où cette fois-ci, nous avions calculé différents angles de vue. Parce que dans l'image précédente que je vous avais montrée en noir et blanc, j'avais mis un seul angle de vue pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, j'avais dû finir, après avoir fait les calculs mathématiques, j'avais dû finir cette image à la main, c'est-à-dire tracer 10 000 points pour donner cet effet. Donc, je n'allais pas calculer 36 000 inclinaisons différentes à chaque fois. Voilà. Donc, grâce au progrès des ordinateurs, après, nous avons pu calculer différents angles de vue. Et vous remarquerez que si je prends celle-là, par exemple, je l'agrandis, je la mets en perspective, c'est extraordinairement semblable, avec d'ailleurs une résolution un peu plus fine que l'image de l'Event Horizon Telescope. Donc, voici ce maelstrom cosmique télescopique que l'on voit. Deuxième extrait d'Edgar Poe, toujours lié effectivement à cette courbure de l'espace-temps. Alors il y a un extrait de Reka et puis un extrait d'une nouvelle également extraordinaire, manuscrit trouvé dans une bouteille.
La circonférence mathématique est une courbe composée d'une infinité de lignes droites. Mais cette idée de la circonférence est aussi en stricte réalité la seule conception pratique que nous puissions façonner à notre usage pour l'intelligence de cette circonférence majestueuse à laquelle nous avons affaire, au moins en imagination, quand nous supposons notre système tournant autour d'un point situé au centre de la galaxie, que l'imagination la plus vigoureuse essaie seulement de faire un pas, un seul, vers la compréhension d'une courbe aussi inexprimable. Sans commettre un paradoxe, on pourrait dire qu'un éclair même, qui suivrait éternellement la circonférence de cet inexprimable cercle, ne ferait que parcourir éternellement une ligne droite. C'est extraordinaire parce que ça, c'est écrit avant l'invention des géométries non euclidiennes qui seront faites par le grand mathématicien Bernard Riemann quelques années plus tard, où il va effectivement décrire des courbures de l'espace-temps qui vont être l'équivalent des lignes droites, mais qui vont nous apparaître courbes. Voilà. Et puis donc, dans le manuscrit trouvé dans une bouteille, nous sommes condamnés sans doute à côtoyer éternellement le bord de l'éternité sans jamais faire notre plongeon définitif dans le gouffre. Et ça, c'est une description absolument incroyable et prémonitoire de ce qu'on appelle l'anneau de photon. L'anneau de photon autour d'un trou noir. Et vous remarquerez également au passage qu'il fait allusion à un point invisible situé au centre de la galaxie. Ce que je ne vous ai pas dit dans l'image précédente, c'est qu'initialement, le projet de l'Event Horizon Telescope était censé prendre les images télescopiques de 2 trous noirs géants, celui que je vous ai montré, Messier 87, qui est tout loin, et l'autre, c'est celui qui est au centre de notre galaxie, qui s'appelle Sagittarius A étoile. On sait effectivement aujourd'hui qu'il y a un trou noir géant au centre de notre galaxie. Alors dans cette histoire de cet anneau de photons, là, ce cercle, cet éclair qui suit éternellement une circonférence en allant en ligne droite, c'est parce que en fait l'espace est extraordinairement courbé. Eh bien voilà, donc ça c'est toujours des extraits de mon article de 1979 où je décrivais effectivement ce qu'on appelle l'anneau de photons que vous voyez ici entouré. Ça veut dire quoi l'anneau de photons? Ça veut dire que les rayons lumineux venant de partout de l'univers, ça peut venir des étoiles lointaines, ça peut venir du disque d'accrétion qui entoure le trou noir, etc. Certains s'enroulent autour du trou noir et ils tissent une sorte de cocon de lumière sphérique qui de loin va nous apparaître un cercle parce qu'il va en ligne droite. Le photon va toujours en ligne droite, mais dans un espace fortement courbé, et il va suivre éternellement ce cercle exactement comme le décrit Edgar Poe. Voilà. Et ça, c'est une petite animation qui montre justement pourquoi ça se passe comme ça. Vous voyez des rayons lumineux qui viennent, disons, de l'infini. Ça, c'est le trou noir. Vous voyez, donc les rayons lumineux sont captés par le champ de gravité. Voilà. Et puis, vous avez des rayons lumineux qui convergent. Alors, le trou noir, il est là seulement. Et vous voyez que même ces rayons lumineux-là, qui normalement devraient passer, ils sont quand même capturés. Et finalement, vous en avez un dernier, celui-là. Voilà, c'est celui. Alors celui-là peut échapper. Et bien, la limite, c'est exactement l'anneau de photon, celui qui circule indéfiniment, si bien que de loin, on verra ça, c'est-à-dire l'image agrandie du trou noir entouré de cet anneau de lumière, de cet anneau de photons, cet éclair de lumière qui tourbillonne éternellement autour du trou noir sans jamais tomber dedans. Troisième extrait, le fond du vortex. On est toujours avec les trous noirs. Le fond du vortex. Alors, manuscrit trouvé dans une bouteille. Mais il me reste peu de temps pour rêver à ma destinée. Les cercles se rétrécissent rapidement. Nous plongeons follement dans l'étreinte du tourbillon et à travers le mugissement, le beuglement et le détonnement de l'océan et de la tempête, le navire tremble. Ô Dieu, il se dérobe, il sombre. Bon, là, vous reconnaissez bien la suite, effectivement, du premier texte sur le maelstrom. Dans Eureka, Kircher et d'autres imaginent qu'au centre du couloir du maelstrom est un abîme qui pénètre le globe et ressort en quelques lieues éloignés. Kircher, c'était un philosophe jésuite du XVIIe siècle, plein d'imagination également.
et qui s'était interrogé sur qu'est-ce qu'il y a au fond du vortex, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un maelstrom, puisqu'il y a des navires qui étaient perdus, qui étaient tombés dans un maelstrom, ils n'étaient jamais ressortis raconter leur histoire. De la même façon qu'un astronaute qui tomberait dans un trou noir ne peut pas ressortir pour raconter ce qui se passe. Donc, on s'interrogeait qu'est-ce qu'il y avait au fond des maelstroms, c'est-à-dire le vortex, le fond du vortex, le fond du tourbillon. Ben, pareil avec les trous noirs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond d'un trou noir? Voilà. Eh bien, on va voir ces deux hypothèses qui ont ressurgi. Alors, première hypothèse, il y a un fond qui est bouché par ce qu'on appelle une singularité, à mesure que, par exemple, un trou noir se forme par l'effondrement d'une étoile, eh bien, l'espace-temps va finir par se pincer, la courbure, le puits de gravité va se creuser, ça va finir par se pincer à un certain endroit, ici, et vous créez une sorte de nœud de l'espace-temps que vous ne pouvez plus franchir parce que tout devient infini, ça s'appelle une singularité mathématique. Voilà. Et Edgar Poe pensait que c'était ça, le fond du vortex, et donc forcément tout était détruit, bien entendu, puisque les forces deviennent infinies. Mais Kircher, il avait fait une hypothèse étrange en disant que ça pouvait ressortir ailleurs. Hein. Alors lui, simplement, c'est le maelstrom marin, ça sortait ailleurs, dans l'océan. Hein. Eh bien, dans l'espace-temps, vous avez sans doute entendu parler de cette hypothèse fascinante qu'on appelle les trous de verre, qui initialement ont été étudiés dans les années 30 par Einstein et un de ses collaborateurs, sous le nom de pont d'Einstein-Rosen, où vous voyez que c'est un véritable calcul mathématique qui est fait là, où on étudie la forme réelle du tourbillon de la déformation spatio-temporelle créée par un trou noir, et vous voyez que le vortex n'a pas de fond, mais au contraire, il s'évase à nouveau vers le bas, et on a cette double structure étonnante, avec en haut un entonnoir qui va aspirer, et en bas, un anti-entonnoir qui va rejeter. Trou noir, fontaine blanche. Connexion entre les deux. Pont d'Einstein-Rosen, que l'on a fini par baptiser un peu plus tard trou de verre. Donc, ce sont des hypothèses mathématiques basées sur des solutions de la relativité générale qui ont été proposées dans les années 1960, selon lesquelles il peut y avoir des vortex d'espace-temps qui font des communications, qui tissent des communications entre des points apparemment très éloignés de l'espace. Par exemple, le point A et le point B, ça peut être deux étoiles très éloignées, ou même des galaxies très éloignées l'une de l'autre. Si bien qu'un voyage normal vers ces objets est absolument impensable à cause des distances qui nous en séparent. En revanche, s'il y a ce genre de structure, un trou de verre qui les relie, on fait des calculs de relativité générale et on s'aperçoit qu'on peut inventer des raccourcis. Donc, comme vous le savez, ça a été amplement utilisé dans les récits de science-fiction pour essayer de concrétiser un petit peu, de façon rationnelle, les rêves de voyages interstellaires, les voyages dans l'hyperespace, ce genre de choses, notamment comme des films comme Interstellar, que vous avez peut-être vu, exploitent vraiment cette idée qui reste, je le répète, hypothétique, de trous de verre et de ces raccourcis d'espace-temps, avec donc ce rêve un jour d'échapper peut-être à notre condition humaine qui nous cloue dans notre système solaire parce qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et que l'univers est extrêmement vaste. Si on a ces raccourcis d'espace-temps sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, qui est un interdit, on emprunte simplement des distorsions spatio-temporelles qui nous permettent donc de voyager rapidement entre deux points très éloignés de l'espace. Quatrième texte. Alors, on va quitter un petit peu les trous noirs et les tourbillons. D'autres domaines, le domaine de la physique, ça s'appelle la théorie du chaos. Alors, Eureka, chapitre 6. Si je m'avise, je crois que cet extrait il a été dit dans la première partie du spectacle, si je m'avise de déplacer ne fût-ce que de la trillionième partie d'un pouce le grain microscopique de poussière posé maintenant sur le bout de mon doigt, quel est le caractère de l'action que j'ai eu la hardiesse de commettre ? J'ai accompli un acte qui ébranle la lune dans sa marche, qui contraint le soleil à n'être plus le soleil et qui altère pour toujours la destinée des innombrables myriades d'étoiles qui roulent et flamboient devant la majesté de leur créateur. Bon, vous appréciez le style littéraire, mais derrière cette idée, il y a l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la théorie du chaos, la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire, vous faites un geste absolument infinitésimal, apparemment, et celui-là peut avoir des conséquences extraordinaires, y compris sur l'univers tout entier. Alors, l'un des premiers à s'être intéressé à ça, et bien avant Edgar Poe, c'est Léonard de Vinci, avec cette phrase extraordinaire, « Le poids d'un petit oiseau qui s'y pose suffit à
déplacer la Terre. C'est vrai, si on prend les lois de la gravitation, qui sont absolument inconnues, évidemment, du temps de Léonard de Vinci, c'est 3 siècles avant Newton, tout objet qui se pose sur Terre exerce une petite force d'attraction, ça va déplacer la Terre. Évidemment, de façon infinitésimale, mais voilà, malgré tout ça. Et donc, c'est un petit oiseau, donc une perturbation infinitésimale, et qui va déplacer la Terre. Un peu plus tard, donc ces théories vont être maintenant étudiées dans des conditions réellement scientifiques par le génial Henri Poincaré, au début du XXe siècle, qui va s'intéresser à ce qu'on appelle le problème à 3 corps, dans le cadre de l'astronomie newtonienne. Vous savez, Edgar Poe parle amplement de la force d'attraction entre 2 corps, proportionnelle aux masses, inversement proportionnelle au carré de la distance. Quand vous en mettez 3, ça devient affreusement compliqué, figurez-vous. Et justement, on commence à avoir des systèmes chaotiques, très instables, et la moindre petite perturbation peut faire diverger l'évolution et le calcul de ces systèmes au-delà d'un certain horizon de prédictabilité que vous ne pouvez pas, effectivement, au-delà duquel vous ne pouvez pas prévoir. Et donc, c'est un petit peu les prémices. Alors, à l'époque, ils s'intéressaient à la stabilité du système solaire. Évidemment, dans le système solaire, si vous calculez juste la trajectoire d'une planète autour du Soleil, vous faites en première approximation 2 corps, le Soleil et la Terre, par exemple. Et oui, mais à côté, il y a Mars, puis il y a Jupiter, donc vous avez un système à 3 corps, à 4 corps, à 5 corps, etc. Voilà. On ne sait toujours pas résoudre le problème analytiquement, donc on fait des grosses simulations numériques, et Poincaré étant l'un des premiers à faire des suppositions analytiques sur l'instabilité de ces systèmes à multiples corps pour savoir si le système solaire il était finalement stable. Est-ce que la Terre a toujours été là? Non, ce n'est pas évident. Voilà. Et puis donc ça aboutit donc à ces notions donc de sensibilité aux conditions initiales. Et ce que je vous ai raconté sur le texte d'Edgar Poe vous a sans doute évoqué, pour certains d'entre vous, la fameuse histoire du papillon, le battement d'aile du papillon. Alors cette chose-là a été, cette idée a été, ce qu'on appelle l'effet papillon, a été énoncé par Edward Lorenz en 1972. Et donc, il a écrit « Le battement des ailes d'un papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ?» Donc, c'est bien un problème de sensibilité aux conditions initiales, étant entendu que la météorologie est une science du complexe, avec des phénomènes, des équations différentielles non linéaires très sensibles aux conditions initiales. Donc, il suffit que vous changiez en un point du globe un tout petit paramètre. Par exemple, le battement de l'aile d'un papillon va juste modifier de façon quasiment infinitésimale la vitesse du vent ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça peut se répercuter et s'amplifier en énormes perturbations, quitte à déclencher une tornade loin de là. Donc c'est l'idée qu'une infime variation de paramètres à un moment donné, dans un système sensible aux conditions initiales, et la plupart des systèmes physiques sont comme ça, peut faire varier très, très rapidement le résultat final, au point que ça devient incalculable. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on nous donne des bulletins météo, au-delà de 15 jours, on ne peut pas s'y fier. Déjà, le lendemain, souvent, c'est pas très juste, mais enfin, bon, quand même. Mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà de 15 jours à 3 semaines, on ne peut pas s'y fier, non pas parce qu'on n'a pas suffisamment des ordinateurs encore suffisamment puissants, quelle que soit la puissance de calcul dont on disposera, on ne pourra jamais calculer de façon certaine, prévoir le climat à plus de 3 semaines à l'avance, parce que c'est un système fondamentalement chaotique, trop sensible aux conditions initiales. Il suffit de changer de 1 milliardième de degré, je ne sais pas quoi, la température quelque part au point du globe, votre système va diverger. Donc, extraordinaire aussi cette intuition d'Edgar Poe dans le texte que je vous ai lu. 5e citation, qui a trait à ce qu'on appelle aujourd'hui la matière sombre, toujours extrait de Eureka. D'autre part, nous savons qu'il existe des soleils non lumineux, c'est-à-dire des soleils dont nous déterminons l'existence par les mouvements des autres, mais dont la luminosité n'est pas suffisante pour agir sur nous. Là encore, bon, une prémonition extraordinaire de quelque chose qui va énormément se développer dans l'astrophysique du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est vrai, au télescope, on observe des myriades d'étoiles lumineuses, etc., etc. Et puis, dans les années 1930, on a commencé à mesurer également les vitesses de déplacement des étoiles. Par exemple, vous avez des étoiles dans une galaxie spirale qui tourne, etc. Donc, les étoiles tournent autour du centre à différentes vitesses. Voilà. Et on se disait, à mesure que on va s'éloigner du centre de la galaxie, les étoiles doivent tourner moins vite si on utilise les lois de Kepler, ce genre de choses, etc. Et surprise, les étoiles continuent à tourner extrêmement vite, même très très loin du centre. Ça n'obéissait pas à la loi de Kepler, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il fallait modifier la loi de gravitation? Non.
On se dit, mais il doit y avoir tout simplement de la matière que l'on ne voit pas, qui a créé la gravitation. Et c'est celle-là qui fait bouger les étoiles visibles. Voilà. Et donc, c'est devenu une problématique absolument majeure de l'astrophysique d'aujourd'hui, la présence de ce qu'on appelle la matière sombre, enfin, ou la matière noire, dark matter. De quoi est-elle faite? On est sûr qu'il y en a. Il y en a au moins 10 fois plus. Par exemple, alors, il y a 2 types de matière noire. Il y en a 3 types même. Alors, il y a 2 types de matière noire. Il y a la matière noire, on va dire ordinaire, c'est-à-dire atomique, c'est-à-dire formée comme nous et comme les étoiles d'atomes. Les atomes, c'est les protons, les neutrons, les quarks, etc. Bien, on sait, par le mouvement gravitationnel qu'elles impriment à la matière lumineuse, qu'il y en a déjà 10 fois plus que de matière lumineuse. Donc, quand vous regardez un cliché céleste avec les myriades d'étoiles, de galaxies, il y a presque plus de noir dans le cliché, et bien, malgré tout, vous ne voyez que la partie lumineuse émergée de l'iceberg. Derrière, il y a 10 fois plus d'objets que l'on ne voit pas. Alors, question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des étoiles mortes ou pas suffisamment massives pour briller, des grands nuages d'hydrogène froid, des trous noirs, tout un ensemble d'astres invisibles, ce qu'avait effectivement présumé Edgar Poe. Il y a un deuxième type de matière noire auquel maintenant Edgar Poe ne pouvait pas penser, qui pose un peu plus de problèmes. C'est que différentes autres observations montrent que ce n'est pas suffisant, la matière noire ordinaire et atomique. Il y a une autre forme de matière noire qu'on appelle exotique parfois, parce qu'elle serait constituée non pas d'astres, mais de particules élémentaires massives qui auraient été formées au moment du Big Bang, qui agiraient également par la gravitation. Et celle-là représenterait carrément le tiers de l'ensemble de toute l'énergie de l'univers. Donc déjà, il y en a aussi beaucoup plus que de matière atomique. Voilà. Leçon derrière tout ça, nous pensions jusqu'à il y a 30 ans, jusqu'à la découverte de cette matière noire non atomique, que la matière universelle était celle qui nous composait, les atomes, classés dans le tableau périodique des éléments. On croyait qu'il n'y avait pas d'autre forme de matière possible dans l'univers. Eh bien, on sait qu'il y a d'autres formes de matière et bien plus prépondérantes et bien plus importantes en fait que la matière atomique, qui pourtant, pour nous, constitue ce que nous croyons être le vrai univers, les étoiles, les galaxies, les planètes, les êtres humains, les tables, les chaises, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est fait d'atomes et c'est marginal. 5% au plus de la matière de l'univers est faite d'atomes. Et sur ces 5%, les 9 dixièmes ne sont pas visibles. Voilà. Et il manque encore quelque chose, puisque je vous ai dit que la matière sombre sous toutes ses formes représentait le tiers, il manque les 2 tiers. Et les 2 tiers qui manquent, c'est une problématique encore plus étonnante, je n'ai pas le temps d'en parler, sinon on y passe toute la nuit, ça s'appelle l'énergie noire. C'est-à-dire ce serait une forme d'énergie qui n'est pas sous forme matérielle, qui est là, domine totalement la matière et domine l'évolution et le destin de l'univers. Et elle se manifeste cette fois-ci toujours sur la matière lumineuse, mais contrairement à la matière, noire ou pas, qui gravite et donc a tendance à rapprocher les objets les uns des autres ou accélérer leur mouvement, cette énergie noire, au contraire, antigravite et fait éloigner les objets les uns des autres. Et on a effectivement découvert expérimentalement une accélération de la vitesse d'expansion de l'univers. L'univers est en expansion. Pendant longtemps, on croyait que cette expansion devait ralentir sous l'effet de la gravité générale. Eh bien, on a découvert il y a 20 ans, en 1998, que ça s'accélérait. Voilà. Et la seule explication, c'est une forme d'énergie qui remplit cet univers-là et qui antigravite et qui repousse les objets. Ça peut vous évoquer aussi, finalement, ça veut dire qu'il y a 2 grandes forces dans l'univers. Une force, grosso modo, la gravité qui est attractive, et cette force liée à l'énergie noire qui est une force de répulsion. Vous avez entendu le texte d'Edgar Poe, il parlait de attraction-répulsion. Voilà. Ah ben, j'avais oublié que je vous avais mis ça, c'était juste pour vous retracer donc l'histoire de la découverte de cette découverte astronomique de cette matière noire à travers les mouvements inattendus et les vitesses inattendues de la matière visible. Et donc, comme je vous le disais, j'avais oublié que je vous avais mis ça, donc je récapitule. Dans le camembert cosmique, qui va retracer toutes les proportions de matière et d'énergie, ben voilà, les étoiles et le gaz visible ne représentent au mieux que 1%. La matière noire non atomique, au mieux 4%, la matière noire non atomique 27%, et puis l'énergie sombre 68%. Et donc le destin de l'univers est entièrement gouverné par cette énergie sombre, et c'est celui donc d'une expansion perpétuelle accélérée. Bien,
6e texte, il y en aura 10, hein, donc je vais accélérer, rassurez-vous. Le noir de la nuit. Ah oui, ben alors vous avez eu effectivement cet extrait particulièrement frappant de Reka, que seul Paul Valéry a été le premier à remarquer l'intérêt de ce passage-là. Donc répétons cette lecture. L'observation seule ne montre qu'il y a dans de nombreuses directions autour de nous, si ce n'est dans toutes, une limite positive, ou tout au moins, elle ne nous fournit aucun motif pour penser autrement. Si la succession des étoiles était illimitée, c'est-à-dire donc univers infini, hein, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Donc, dans telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon lumineux donc n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Qu'il puisse en être ainsi, qui oserait s'aviser de le nier. Voilà. Alors en fait, cette histoire du noir de la nuit s'interrogeait pourquoi la nuit est noire. Ça ne date pas d'Edgar Poe. Alors vous pourriez dire, la nuit est noire parce que le soleil est couché. Et la réponse est complètement bien. C'est totalement faux. C'est ce qui est intéressant dans la science. Quand on creuse un peu des questions apparemment aussi simples, aussi naïves, ça met en jeu la structure complète de l'espace et du temps. Au point que le génial Johann Kepler, en 1721, écrit un texte qui s'appelle Épitome de l'astronomie copernicienne. Alors, vous savez, Kepler, c'est l'époque donc, contemporaine de Galilée, un peu après Copernic, c'est le moment où on est en train de basculer le système du monde, où on pensait que l'espace, chez les Grecs et dans l'astronomie médiévale, était fini, borné, voilà, au-delà duquel il n'y avait rien. Et Edgar Poe nous dit bien que c'est impossible, que c'est inimaginable, une limite physique à l'univers. Le problème, c'est que l'infini pose aussi quelques situations paradoxales. Toujours est-il que, contemporain de Kepler, Giordano Bruno, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est celui qui a été brûlé vif sur le bûcher en place des Fleurs à Rome en l'an 1600, pour avoir précisément fait l'hypothèse ou repris une ancienne hypothèse de la philosophie grecque, selon laquelle il y avait une infinité de mondes, donc, parce que l'univers était infini, donc il y a une infinité de mondes, y compris donc des mondes habités, et donc la fameuse question de la pluralité des mondes habités qui posait des problèmes théologiques insolubles à cette époque-là. D'ailleurs, ils ne sont toujours pas résolus. Bien. Et donc, le raisonnement que fait Kepler, eh bien, alors c'est une époque où on ignore que la lumière se déplace à vitesse finie. Ça va jouer un rôle fondamental. On croit que tout est instantané. Donc, la seule explication... Alors, Kepler écrit là, vous avez la page, hein, bon, c'est en latin, mais vous lisez très bien le latin, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà, si on était dans l'univers infini de Giordano Bruno, hein, eh bien, comme le dira Edgar Poe plus loin, et je ne pense pas qu'Edgar Poe, il ait lu Kepler, hein, voilà. Eh bien, en quelque direction que l'on regarde, eh bien, la ligne de visée rencontrera forcément une étoile, n'importe quelle direction. Donc, effectivement, le fond du ciel devrait être absolument éblouissant, un gigantesque soleil qui tapisserait le ciel tout entier. Comme ce n'est pas le cas, eh bien, la seule solution que trouve Edgar Poe, c'est de dire l'espace est fini. L'espace est fini. Donc, forcément, l'espace est fini avec un bord. Au-delà, il n'y a plus rien. Donc, forcément, au-delà de certaines limites. Donc, il y a des vides, finalement, entre les étoiles, parce que les étoiles ne couvrent pas uniformément le ciel. Voilà, ça, c'est la solution de Kepler. Bon. Après, le problème, c'est que un siècle plus tard, il y a Newton. Et Newton, avec la théorie d'attraction universelle, il fait un nouveau modèle cosmologique. L'espace est infini. Donc, on revient au paradoxe. Comment expliquer ça? Et alors, le paradoxe renaît, on oublie que c'est Kepler qui l'a proposé. Ça s'appelle le paradoxe d'Olbers, du nom d'un astronome allemand, qui reformule ça. Et là, en fait, Olbers a été lu par Edgar Poe. Donc, Edgar Poe reprend le raisonnement de Olbers. Sauf que lui, il va donner la bonne solution, que Olbers ne sait pas donner. Donc, la bonne solution, il a fourni dans le texte que vous avez... Pardon, voilà. Ça, c'est Newton. Voilà. Et donc, entre-temps, quelque chose de fondamental s'est passé. C'est les mesures de la vitesse de la lumière qui ont été faites à l'Observatoire de Paris en 1676, en utilisant des éclipses de satellites de Jupiter. Romer montre que la vitesse de la lumière est finie et non pas instantanée. Et ça, Edgar Poe comprend génialement que du coup,
Il faut toujours coupler l'espace au temps, par l'intermédiaire de la vitesse finie de la lumière, c'est-à-dire que plus on regarde loin dans l'espace, plus qu'on regarde dans le passé, puisqu'il faut attendre que la lumière nous parvienne. Donc si vous venez du texte d'Edgar Poe, il nous dit en fait pourquoi la nuit est noire. Pas nécessairement parce que l'espace est fini, c'est parce que le temps passé est fini. C'est-à-dire que vous allez observer tellement loin dans l'espace que vous allez remonter dans le passé de l'univers à une époque où les étoiles n'existaient pas encore. Parce que l'univers n'existe pas soit n'existait pas encore, ou soit parce qu'elles sont tellement loin que la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Et c'est ça l'explication que donne Edgar Poe dans Eureka. Donc voilà, l'explication, c'est que le temps passé est fini. Et ça résonne considérablement un siècle à l'avance avec évidemment les fameux modèles de Big Bang qui nous disent qu'effectivement, si on extrapole le passé, alors je donne une explication plus détaillée dans la réédition du texte d'Eureka pour laquelle j'ai écrit une préface l'an dernier, publiée donc chez Duno. Voilà. Donc dans le cadre de des modèles de Big Bang, on remonte dans le passé de l'univers et on remonte tellement loin dans l'espace que l'on remonte à une époque où il n'y avait pas encore d'étoiles. Donc c'est noir, le noir de la nuit. Voilà. Mais là, c'est pas noir. Pourquoi? Parce que il y avait quand même quelque chose avant les étoiles. Il y avait le plasma primordial, c'est-à-dire l'univers primitif. Avant de former des étoiles, c'était quand même un gaz très très chaud qui rayonnait de la lumière, mais de la lumière qui aujourd'hui nous parvient très décalée et n'est pas dans le domaine visible. Elle nous parvient dans le domaine des micro-ondes. Et donc, on a réussi à capter cette lumière, ça s'appelle le rayonnement fossile, c'était la pierre de touche des modèles de Big Bang aujourd'hui, c'est l'image la plus importante de toute l'histoire de la cosmologie, qui sont représentées ici en fausse couleur. En haut, c'est un télescope de la NASA 2003 et un bon télescope un télescope européen 2013, qui montre le fond du ciel. Et en micro-ondes, il n'est pas noir, il y a le plasma primordial. Pardon, hein? Le Big Bang est 380 000 ans avant. Hein, il ne peut pas être après, puisque... Non, voilà. Donc, à partir du Big Bang, vous avez donc l'univers en expansion sous forme d'un plasma, et au bout de 380 000 ans, le plasma, pour la première fois, devient relativement transparent et libère la lumière qui était prisonnière du plasma, et cette lumière nous parvient 14 milliards d'années plus tard, décalée en fréquence, en énergie, etc. C'est pour ça qu'elle est dans le domaine des micro-ondes, ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le vestige de la lumière du Big Bang. Voilà. 7e texte sur les nébuleuses extragalactiques. Eureka toujours. La galaxie, je le répète, n'est qu'un des groupes dont j'ai parlé, une de ces prétendues nébuleuses qui ne se révèle à nous quelquefois qu'à l'aide du télescope et comme de faibles taches brumeuses dans différentes parties du ciel. Nous n'avons aucune raison de supposer que la Voie lactée soit en réalité plus vaste que la moindre de ces nébuleuses. Alors on est à une époque où effectivement les télescopes commencent à se développer, font beaucoup mieux que la lunette de Galilée qui n'était pas capable de voir des nébuleuses gazeuses, ce genre de choses. On a Herschel, ce genre de choses, etc. Et on voit des objets étranges dans le ciel. Alors par exemple, William Herschel, un des grands astronomes du XVIIIe siècle, donc il précède de peu Edgar Poe. Il utilise des grands télescopes et il commence à faire donc... alors ça, c'est des dessins à la main, puis après, il y aura des photographies de ces objets flous, bizarres, nébuleux. Ce n'est pas des étoiles, évidemment. On ne sait pas si c'est des nuages de gaz de notre galaxie, de la Voie lactée, ou peut-être d'autres voies lactées. Et cette hypothèse est d'abord émise pour la première fois en 1750 par un théologien astronome anglais qui s'appelle Thomas Wright. Une hypothèse originale, ça s'appelle, et puis reprise par le jeune Kant, notre fameux philosophe, qui a écrit dans sa jeunesse une théorie du ciel, et puis plus tard par quelqu'un de moins connu qui s'appelle Lambert, dans les lettres cosmologiques. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle, grosso modo à peu près un siècle avant Edgar Poe, avec cette hypothèse qu'on appelle les univers-îles, c'est-à-dire que notre Voie lactée, c'est une île parmi d'autres îles. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres amas d'étoiles semblables à la Voie lactée, et ce sont précisément ces nébuleuses bizarres que l'on voit, qui ne sont pas des nuages de gaz de notre Voie lactée, mais qui sont des galaxies lointaines, qui sont d'autres Voies lactées. Et c'est quelque chose que l'on... Alors, ce n'est pas prouvé astronomiquement.
à cette époque, hein, j'entends, mais ça se retrouve partout, et notamment dans la littérature. Donc on lit beaucoup de textes purement littéraires et poétiques de cette époque qui parlent de Voie lactée au pluriel, parce qu'ils ont adopté intuitivement et poétiquement cette idée donc, des univers. Alors on sait par exemple, par la correspondance d'Edgar Poe, qu'il lisait la littérature de vulgarisation de son temps, et notamment il avait été impressionné par ce livre de vulgarisation de Nicholl qui s'appelait donc L'architecture du ciel, avec donc effectivement ces images reproduites qui pour lui donc étaient des Voies lactées. Et donc la certitude astronomique qu'il existe bel et bien des galaxies et d'autres Voies lactées dans l'univers a été acquise seulement en 1925 avec les observations télescopiques faites par les astronomes américains, notamment Edwin Hubble. Et donc on a eu la confirmation que ces nébuleuses bizarres que l'on voyait, c'était bel et bien des galaxies extrêmement lointaines. Donc, une fois de plus, la bonne intuition d'Edgar Poe, mais là, sur ce coup-là, il n'était pas le seul à avoir fait cette hypothèse. On s'approche de la fin. Les germes des galaxies. De ce que nous savons de la marche de la lumière, nous tirons la preuve directe que les étoiles les plus éloignées existent sous leur forme actuellement visible depuis un nombre inconcevable d'années. Il faut donc remonter dans le passé, au moins jusqu'à la période où commença l'opération qui a constitué les masses. Donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Plus on observe loin dans l'espace, avec les télescopes de plus en plus puissants, plus on remonte dans le passé de l'univers jusqu'à une époque où on va assister à la formation des astres, premières étoiles, premières Voies lactées, premières galaxies, ainsi de suite. Voilà. Donc ce que dit fort justement Edgar Poe est concrétisé aujourd'hui par les observations astronomiques avec les télescopes géants qui sondent l'espace si profondément que l'on commence à voir sur certains clichés télescopiques des galaxies en train de se former, et beaucoup mieux. Je vous ai montré déjà les cartes du rayonnement fossile, c'est-à-dire à l'époque où il n'y a pas encore d'étoiles, pas de galaxies, il y a juste ce plasma chaud primitif, une sorte de soupe primordiale, mais qui présente malgré tout des grumeaux. Alors, avant de montrer ça, voilà ce qu'on appelle un cliché du ciel profond, pris par le télescope spatial Hubble. Vous ne voyez que des galaxies. Ici, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a que des galaxies. Et certaines de ces galaxies, celles qui ont des couleurs plutôt jaunâtres, ce sont les galaxies les plus lointaines dans l'espace par rapport à d'autres qui sont dans le même champ de vue, mais qui sont plus près de nous. Donc, on les voit dans leur prime jeunesse. Et c'est pour ça qu'elles sont jaunes par rapport aux autres, parce que dans leur prime jeunesse, les galaxies n'ont pas eu le temps de fabriquer beaucoup de générations d'étoiles. Et comme c'est les étoiles qui fabriquent les atomes, par fusion thermonucléaire, c'est les atomes qui donnent les couleurs. Donc les jeunes galaxies sont pauvres en couleurs parce qu'elles sont pauvres en étoiles. Hein, voilà. Donc on voit déjà à l'œil des étoiles naissantes. Mais je vous ai parlé du rayonnement fossile. Eh bien, quand on augmente la puissance des télescopes, jusqu'où on va? Eh bien, on va à ce que je vous disais tout à l'heure. À une époque où on ne voit rien en lumière visible puisque les étoiles ne se sont pas encore formées. Mais comme je vous l'ai dit, on change de longueur d'onde. Il y avait quand même quelque chose. Il n'y avait pas des étoiles, mais il y avait ce plasma primordial qui rayonnait dans le micro-ondes. Et donc, voilà les cartes réelles, au-delà du noir. Quand on change de filtre, on regarde en micro-ondes, on voit ça. Oui, alors qu'est-ce que ça signifie? On a codé par des fausses couleurs les grumeaux de la soupe. On a une soupe primordiale en expansion avec des grumeaux, c'est-à-dire des inhomogénéités. Hein, voilà. Eh bien, ce sont ces grumeaux, comme l'avait eu Edgar Poe, en avait eu l'intuition, qui sont les germes de tout ce qui va exister dans l'univers, les structures astronomiques, les germes des premières étoiles et des premières galaxies. Et alors, je ne sais pas si ça va marcher là. C'est une petite animation pédagogique qui montre, si je fais un zoom. Non, voilà, les animations ne marchent pas, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est une animation pédagogique qui montrait comment un grumeau, un tout petit grumeau infinitésimal, finissait au bout de quelques centaines de millions d'années par se condenser et fabriquer les premières étoiles, la première génération d'étoiles, puis les premières galaxies, etc. C'est-à-dire vraiment la réalisation de la phrase d'Edgar Poe. L'atome primitif, là on s'approche de Big Bang comme vous l'avez compris. La supposition de l'unité absolue dans la particule primordiale renferme celle de la divisibilité infinie. Concevons donc simplement la particule comme non seulement épuisée par sa diffusion à travers l'espace, de cette particule considérée comme centre, supposons irradiée sphériquement dans toutes les directions, à des distances non mesurables mais cependant définies,
dans l'espace vide jusqu'alors un certain nombre innombrable, quoique limité, d'atomes inconcevablement, mais non infiniment petits. Bon, le texte est un petit peu compliqué, mais ça résonne d'une certaine manière avec le début des modèles de la cosmologie relativiste, c'est-à-dire qu'on appelle les modèles de Big Bang, des années 1920, qui ont été forgés par le père de la cosmologie moderne, le génial Georges Lemaître, qui avait parlé, lui, de l'atome primitif. Alors là, on rentre dans les notions un petit peu les plus difficiles à visualiser dans notre façon habituelle de visualiser l'espace et le temps, avec donc ces phénomènes de Big Bang. C'est-à-dire, donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'espace est en expansion, ça vous le savez. Hein. Donc en fait, on observait dans les années 1920 que les galaxies semblaient s'éloigner les unes des autres. Donc ça semblait bizarre, pourquoi elles s'éloignaient. C'est Georges Lemaître qui prouve que tout simplement, il suffit de résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein, l'appliquer à la structure de l'univers dans son ensemble, pour s'apercevoir qu'au cours du temps, qui s'écoule vers le haut, le tissu de l'espace, ici réduit à 2 dimensions pour les besoins pédagogiques, se dilate, et donc automatiquement, les objets qui sont dedans se séparent entre eux. Toutes les distances, les séparations augmentent au cours du temps. Ça, c'est 1927. Et puis, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, Lemaître va encore plus loin, 1931, il se dit, mais alors si je remonte le film à l'envers dans le passé, au contraire, tout va se concentrer, se condenser, et il arrive à la proposition de ce qu'il a appelé l'atome primitif, c'est-à-dire un état initial de l'univers qui n'est certes pas un point, parce que c'est une absurdité d'extrapoler jusqu'à un point de volume nul, mais au moins un état primitif extrêmement condensé, qu'il appelle justement un petit peu comme Edgar Poe, il parlait d'un atome originel, il l'appelle l'atome primitif, c'est-à-dire une sorte de gigantesque atome, il y a à peu près la taille du système solaire, qui, par des processus de désintégration radioactive, commence à se fissurer et à déclencher l'expansion de l'espace. Voilà. Après, donc, ces modèles seront affinés et perfectionnés pour devenir ce qu'on appelle les modèles de Big Bang. Alors, maintenant, dans Edgar Poe, dans les idées de l'époque, il n'y avait pas du tout de relativité d'espace courbe, ce genre de choses. Donc, Edgar Poe, si vous vous souvenez du texte, il imagine finalement cet atome primordial qui va exploser d'une certaine façon dans un espace préexistant déjà. Hein, voilà. Et donc, grosso modo, pardon. Pas cette image-là que j'avais. Oui, alors, avant de... je reviens sur cet article de Georges Lemaître, là, donc 1931, lorsqu'il a introduit l'atome primitif. Voilà. Et regardez comme Georges Lemaître, il avait également un style littéraire quasiment digne d'Edgar Poe, puisqu'il écrit, dans un article scientifique, technique, l'évolution du monde peut être comparée à un feu d'artifice qui vient de se terminer, quelques mèches rouges, cendres et fumées, debout sur une escarbille mieux refroidi, c'est la Terre évidemment, nous voyons s'éteindre doucement le soleil et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes. Superbe description poétique d'un modèle scientifique qui, depuis 80 ans, n'a toujours pas été mis en défaut, même s'il a connu quelques petits perfectionnements. C'est toujours cette idée de base qui domine et qui avait été proposée par Georges Lemaître, au grand scandale d'ailleurs de Albert Einstein, qui n'y croyait pas au début, puis après il a bien fallu se rallier à cette hypothèse du Big Bang. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'image convenue que l'on a, et qu'avait Edgar Poe déjà à l'époque, et que beaucoup de gens aujourd'hui ont, parce que c'est juste notre structure mentale qui nous fait voir ça, c'est voilà, un centre d'explosion. Par exemple, l'atome au début, ça explose dans un espace préexistant, ça va projeter la lumière des débris. Tout ça, c'est faux, c'est tout sauf le Big Bang. Le Big Bang, c'est pas ça. Le Big Bang, ça engendre l'espace, ça engendre le temps, donc il n'y a pas d'espace, de cadre préétabli dans lequel l'atome primitif va se déployer. Voilà. 10e citation, les interactions fondamentales. Toujours en Eureka. Écartons maintenant les deux termes équivoques, gravitation et électricité. Vous avez eu un extrait quand il parlait de la gravitation et l'électricité, c'est-à-dire attraction et répulsion. Et adoptons les expressions plus définies, d'attraction et de répulsion. La première, c'est le corps, la seconde, c'est l'âme. L'une est le principe matériel, l'autre le principe spirituel de l'univers. Il n'existe pas d'autres principes, tous les phénomènes doivent être attribués à l'un ou à l'autre, ou à tous les deux combinés. Alors bon, éliminons de ça le côté un petit peu spiritualiste et mystique sur l'âme, ce genre de choses. On peut y croire, mais enfin, c'est pas de la science, etc. En revanche, il a bel et bien cette idée qu'il y a des forces fondamentales qui gouvernent l'ensemble du fonctionnement de l'univers. Voilà. Sauf qu'à cette époque-là,
on n'en connaissait que deux, c'est-à-dire la gravité et l'électricité. On connaissait le magnétisme, on n'avait pas encore compris que c'était le même phénomène que l'électricité. Donc il y aura l'électromagnétisme qui se développera. Dans les années 1920, on croit qu'il n'y a que deux interactions fondamentales, la gravité et l'électromagnétisme. Et puis on découvre deux interactions nucléaires, qu'on appelle l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Donc en tout, il y a 4 interactions fondamentales. Donc dans l'univers d'aujourd'hui, l'univers de la physique comprise aujourd'hui, dépend de ces 4 interactions fondamentales, gravité, électromagnétisme, interaction faible, interaction forte. Ça, c'est aujourd'hui, dans l'univers d'aujourd'hui, relativement froid, relativement de basse énergie. Voilà. Mais quand on cherche une unité sous-jacente, et Edgar Poe cherchait cette unité dans Eureka, il ne cesse de parler d'une unité originelle qui s'est après dispersée pour donner lieu à la diversité des phénomènes. Les physiciens théoriciens font pareil. 4, c'est 3 de trop. Donc ils vont chercher un schéma théorique dans lequel on peut imaginer que ces interactions vont se fondre en une interaction unique, mais comment? Eh bien uniquement en montant en température. À mesure que vous montez la température, c'est-à-dire donc l'énergie, vous pouvez dire finalement ces interactions vont se fondre, peut-être en une interaction unique, et monter en température, ça veut dire remonter vers le Big Bang, c'est-à-dire l'univers primitif qui est évidemment forcément de plus en plus chaud puisqu'il est de plus en plus concentré. Voilà. Donc ça, c'est le schéma général. Le rêve du physicien d'aujourd'hui, c'est d'unifier les interactions, les 4 interactions fondamentales. Alors la première unification se passerait à ce stade-là. 1 million de milliards de degrés de température, donc c'est évident, c'est pas au labo qu'on fait ça. L'univers a réalisé ça au bout de 10 milliardième de seconde à peu près, après le Big Bang. Et, vous le savez sans doute, ça a été recréé artificiellement au grand accélérateur du CERN, le LHC, qui a recréé ces conditions-là et qui a bel et bien montré qu'à ce niveau d'énergie, à ce niveau-là, on a une unification de l'interaction électromagnétique et de l'interaction faible. Voilà. Bien. Après, maintenant, la quête continue. Et est-ce qu'on peut aller plus loin? Pour l'instant, expérimentalement, on ne peut pas, parce qu'il faudrait construire des accélérateurs géants. Donc, on invente des théories qui imaginent donc ces unifications jusqu'à l'unification finale, sujet fascinant sur lequel je suis en train de travailler maintenant, qu'on appelle des théories de gravitation quantique, dans lesquelles, cette fois-ci, toutes les interactions seraient décrites par une loi unique. Voilà. Mais sans garantie qu'il existe effectivement une loi unique qui explique tous les phénomènes de la physique. Voilà. On arrive au bout. Ça, c'est un sujet un petit peu plus philosophique, une interprétation plus philosophique de certains phénomènes scientifiques, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Voilà. Alors, anthropique, lié à anthropos, l'homme, mais ce n'est pas l'entropie de la thermodynamique, ça ne s'écrit pas pareil. Pour que l'univers, lisez bien, c'est très profond, pour que l'univers puisse durer pendant une ère proportionnée à la grandeur de ses parties matérielles constitutives et la haute majesté de ses destinées spirituelles, il était nécessaire que la diffusion atomique originelle se fît dans une étendue aussi prodigieusement vaste qu'elle pouvait l'être, sans être infinie. Il fallait, en un mot, que les étoiles passassent de l'état de nébulosité invisible à l'état de solidité visible et vieillissent en donnant successivement la naissance et la mort à des variétés inexprimablement nombreuses et complexes du développement de la vitalité. Il fallait que les étoiles accomplissent tout cela, trouvassent le temps suffisant pour accomplir toutes ces intentions divines. Bien, alors là, on élimine les intentions divines, ça fait partie de l'approche scientifique, même si on peut y croire, mais ça c'est autre chose. Mais en revanche, ça nous dit clairement quelque chose qui a été découvert également par l'astrophysique stellaire du XXe siècle. D'une part, c'est que ce sont les étoiles qui fabriquent les atomes. Au cœur des étoiles, il y a une réaction thermonucléaire. Les étoiles sont faites des 2 matériaux les plus légers, qui sont l'hydrogène et l'hélium. On ne fait pas grand-chose avec ça, on ne fait pas de matière complexe, mais par fusion thermonucléaire, vous fabriquez du carbone, puis de l'oxygène, puis du calcium, puis du phosphore, puis du fer et tous les éléments qui nous composent. Et on sait aujourd'hui que la matière atomique qui nous compose, c'est le produit de l'évolution, de génération des générations d'étoiles qui ont fabriqué ces éléments-là. Mais il a fallu donc du temps. Ce n'est pas les premières générations d'étoiles, il y a 10 milliards d'années qui ont fait ça. Il a fallu des centaines de générations d'étoiles qui se sont succédées. Donc il a fallu donner du temps au temps pour que la chimie du complexe se développe et pour que nous-mêmes, nous existions. C'est-à-dire des formes de vie relativement évoluées.
même la bactérie, c'est déjà quelque chose d'extraordinairement évolué. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas pu y avoir de forme de vie, même au niveau bactérien, au bout de 800 millions d'années ou de 1 milliard d'années dans l'histoire de l'univers. Il a fallu au moins attendre à peu près 10 milliards d'années. Voilà. Après, bon, on en est à 14 milliards, il s'est passé plein de choses. Donc ça soulève aussi la question, mais ça ne s'est pas traité par Edgar Poe. Il a pu apparaître des formes de vie bien plus sophistiquées que nous, bien avant la formation du système solaire, y compris donc des civilisations extrêmement avancées dont on n'a pas encore trace, signe, mais enfin c'est tout à fait possible. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle le plus généralement le principe anthropique, c'est de dire que finalement, la seule constatation que nous existons, alors nous, c'est l'être humain, la conscience, mais c'est le lapin, la bactérie, c'est-à-dire une structure complexe, requiert des paramètres particuliers de l'univers. C'est-à-dire si les paramètres fondamentaux de l'univers étaient différents, si on n'avait pas laissé du temps également aux étoiles, etc., eh bien la vie ne serait pas apparue. Donc il y a une forme de contingence intéressante entre notre seule existence qui va fixer d'une certaine manière les conditions globales, les paramètres physiques de l'univers. Ce n'est pas évident que les étoiles fabriquent du carbone, parce que nous, on est fondé sur la chimie du complexe, c'est la chimie du carbone. Mais pour fabriquer du carbone, il faut des réactions thermonucléaires particulière qui se passe dans les étoiles, mais il suffirait d'une minuscule variation, par exemple, de certaines constantes fondamentales de la nature, comme la constante de structure fine, la loi de gravité, de la constante de Newton, etc. Vous faites varier cette constante d'un dixième à peine, eh bien, les étoiles n'arrivent plus à fabriquer du carbone. Et donc pas de vie, pas de matière complexe et pas de vie. Donc vous voyez, cet ajustement bizarre de paramètres. Alors, il y a des interprétations très théologiques dans lesquelles je ne rentre pas du tout, en disant que donc il y a un plan. Il y a un plan divin, on en revient à Edgar Poe. Il y a un plan, il y a un architecte qui va ajuster les paramètres cosmiques de façon à nous permettre, au cours de l'évolution, à la vie d'apparaître. Voilà, donc aujourd'hui, on a évidemment d'autres explications qui ne sont pas théologiques pour expliquer ces choses-là. Donc c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Voilà. Mais donc, ce que je vous disais, c'est que donc, on est relié, nous, par notre simple composition chimique. Le corps humain, vous le savez, il est composé essentiellement d'oxygène, et puis après du carbone, et puis après d'hydrogène, et puis de l'azote, et puis après des traces d'autres éléments. Et donc, nous avons en nous toute l'histoire du cosmos, puisque le carbone et l'oxygène, c'est le produit des étoiles de faible masse, c'est-à-dire des étoiles de type solaire. L'hydrogène, c'est fabriqué par le Big Bang, et puis les éléments plus lourds, jusque le fer, ce sont des explosions d'étoiles massives qu'on appelle des supernovas. Donc il a fallu tous ces processus tout au long de l'histoire cosmique pour simplement expliquer notre existence. Mais il ne faut pas inverser la chose, ce n'est pas notre existence qui implique ces processus-là, c'est l'inverse, bien évidemment. Et ça aurait pu évoluer tout à fait différemment. Il aurait suffi que les paramètres soient très légèrement différents au départ pour que rien de tout cela n'arrive et que nous ne soyons pas là pour en parler. Donc là, voilà, la phrase poussière d'étoiles, ça vient de là. Et on va finir avec Paul Valéry, voilà, qui lit Edgar Poe. Et on rentre dans le domaine de l'importance de la culture scientifique. On est ici dans un lieu où la culture scientifique joue un rôle majeur. Voilà, donc peut-être le texte il est un peu long, mais voilà, donc il raconte qu'il lisait Eureka. Et voilà, et comment il apprend en quelques moments, à travers un texte en prose poétique, la loi de Newton, Laplace, l'hypothèse de la nébuleuse primitive de Laplace, tout un ensemble Et voilà, donc Paul Valéry, qui deviendra un immense poète, un immense écrivain, va être fasciné. Et puis, il fait cette constatation qui, je pense, est toujours valable aujourd'hui sur le mauvais enseignement de la physique, souvent, de façon un peu rébarbative, puisqu'il dit, voilà, c'était l'époque où, en physique, on ne parlait pas de la loi de gravitation et des choses fascinantes comme la thermodynamique, le principe de Carnot. C'était des robinets à 3 voies, ce genre de choses, enfin, des circuits électriques. C'est souvent un petit peu comme ça que la physique est enseignée, pour apprendre à manipuler les petites équations, à faire des raisonnements, mais ce n'est pas une physique très appétissante pour la plupart des élèves. Voilà. Alors qu'une approche précisément, alors ce n'est pas celle de Eureka qui est beaucoup trop mystique, mais une approche par l'astrophysique de toutes les grandes lois de la physique, je l'ai constaté maintes fois dans les lycées, où les élèves qui s'ennuient en cours de physique se disent mais c'est ça la physique, mais c'est génial finalement. Bon, voilà, donc Paul Valéry a bien capté que déjà c'était présent dans le texte de Edgar Poe.
Et voilà, serait-ce toutefois perdre le temps des études de faire soupçonner à de jeunes têtes les origines, la haute destination et la vertu vivante de ces calculs et de ces propositions très arides que leur inflige sans aucun ordre Paul Valéry dans son texte, il s'appelle « Au sujet d'Eureka », que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas lu, ce qui est pour le moment le cas, ce texte-là. Je vous remercie.